pas d'intro aujourd'hui, j'ai pas le temps, et vous non plus. Générique. Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu produit par une société bien connue. Critiquée mais adulée, fait des enfances heureuses avant de les détruire à coups de remakes douteux, c'est également la seule entreprise terrienne à avoir une armée privée pouvant rivaliser avec la nôtre. Je parle évidemment de Disney et de son application Disney Sorcerer's Arena, développée par Glue Games Inc. Mais oui, c'est bien Mickey qui a les droits. Déjà, petit point application, il faut ouvrir le grimoire pour plonger dans le jeu. Ça a l'air de rien, mais ce genre de petits détails implique vraiment dans l'univers. D'ailleurs, pour ce qui est de l'univers, je ne pourrais pas vous parler pendant 3 heures de l'histoire. Ouais, c'est pas possible. Mais si. C'est ça, marrez-vous. La raison est simple. Disney, grand pourvoyeur d'histoires sous le soleil, est trop occupé à composer 8000 chansons pour La Reine des Neiges 3 et n'a pas donné une seule ligne de scénario à ce jeu. Rien, je vous dis, pas la peine de chercher. On est là pour la baston et que pour ça. Car oui, c'est encore un jeu de bagarre pour changer. Néanmoins, tout ceci nous permettra de nous poser une question que l'on se pose rarement. Pour qui est destiné ce jeu ? Mais revenons au jeu lui-même. C'est un RPG au tour par tour, mais sans la notion de roleplay, donc des affrontements au tour par tour, avec des équipes de personnages et une certaine notion de stratégie. C'est très commun, Summoner's War, Red Shadow Legend, et un autre dont je vous parle des fois, Onmyoji. On peut évidemment collecter des personnages issus des nombreux univers créés par Disney. Soyez tout de même prudents. Pour ceux qui sont sujets à la collectionnite, comme moi, cela peut donner des crises relativement violentes. Allez, un éclat de Mulan. Un éclat de Mulan. Mais c'était sûr en fait. Et puis vous pouvez aussi améliorer les personnages. C'est assez évident, mais le système est relativement novateur. Il y a 3 voies d'amélioration, les étoiles, l'expérience et les enchantements. Pour améliorer les étoiles, comme dans n'importe quel jeu, on collecte des fragments du personnage et quand on en a assez, il passe au niveau supérieur. Mais pour l'expérience, c'est autre chose. Quand on fait des combats, on gagne des potions d'expérience que l'on redistribue comme on veut, selon notre convenance. Cela signifie que l'on peut faire passer un personnage de nul à demi-dieu en 3 clics. Comment on dit ça en grec ? Ah, voilà, merci. Ça, c'était assez novateur. Enfin, les enchantements sont des améliorations à collecter et à utiliser qui permettent ensuite de passer des paliers qui révèlent de nouveaux enchantements à collecter. Et ça, c'est bien fait. L'amélioration se mérite, se ressent bien au combat et est logiquement dure à obtenir. Car contrairement à d'autres systèmes du genre, les enchantements et les bonus sont variés et ne se répètent pas. Pas trop. De plus, au fur et à mesure que l'on progresse, les enchantements apportent des bonus plus spécifiques qui spécialisent le personnage dans son rôle et sa stratégie. Maintenant qu'on a posé ce qui était novateur, intéressons-nous aux combats eux-mêmes. C'est du tour par tour, il y a une barre de vie en vert et une barre de vitesse en jaune, permettant de savoir qui sera le prochain à jouer, quoiqu'il y ait aussi un petit ordre de passage en bas à gauche. Et là je n'ai pas grand chose à dire, puisque ça n'a rien de prodigieux, c'est un fonctionnement simple de je te tue, tu me tues, voilà. Mais la première chose qu'on se dit, ce n'est pas tant je vais mettre en place une stratégie logique et complète. Non, on se dit je peux faire combattre Daisy contre Syndrome, énorme. Et ça donne une envie de clash. À faire trembler Caris. Et Clochette, ta victoire est comme ton pays imaginaire. Salut Davy, tu veux finir en brochette de poulpe? Et personne se prend une roquette dans la tronche comme Gaston. T'es cuite ma carotte. Allez Robin, retourne dans ton terrier. Il y a de la rouille. Merlin, retourne à Camelot, ils ont besoin de toi pour les prochains films. Tiens, un billet en DC Express. Ne me remercie pas. Scar, tiens, toi après. À quoi? À crever. Aladdin, voleur, vaurien. Tu veux un morceau de pain? En voilà, du pain complet aux 5 phalanges. Tout ceci est très divertissant, certes,
Mais ne perdons pas de vue que le jeu est censé être stratégique. Et l'on voit rapidement quelle est la stratégie privilégiée. Car oui, tout jeu de stratégie a une stratégie plus efficace que les autres. Une manière d'être joué à laquelle on est poussé par le fonctionnement même du jeu et les compétences des personnages. Par exemple, la stratégie privilégiée de ce genre de jeu est souvent fondée sur les DPS, avec l'importance de plusieurs personnages destructeurs soutenus par des supports. Autre exemple, dans League of Legends, c'est une stratégie de faille qui est mise en avant, c'est-à-dire qui implique une erreur de l'adversaire dans son placement et que l'on doit savoir exploiter. Ici, la méthode est une stratégie d'atomisation, on doit détruire l'autre au plus vite avant d'être soi-même détruit. Tout y pousse, les dégâts très importants, même pour les supports, les effets négatifs en bataille, les effets positifs visant surtout les dégâts, très peu de protection ou de soins, et enfin les sortilèges que l'on obtient soit quand on passe assez de temps en combat, mais aussi quand on s'est pris beaucoup de dégâts, ce qui augmente encore la tension, car on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation à moto. Tant que l'on en parle, des effets, il y en a 3 rigolos. L'esquive, qui permet d'échapper au prochain coup, même si c'est une météorite. Allez Aladdin, tu es prêt à affronter Madara ? Et la dissimulation, qui fait que l'on ne peut plus cibler le personnage. C'est vraiment un truc de lâche ça. Ne me tape pas dessus, tape sur les autres. Dernier effet intéressant, la provocation. Un truc de tank, plutôt connu, qui fait que l'on ne peut plus cibler que le personnage ayant lancé la provocation. Le plus beau, c'est que la provocation de Sully, la première que l'on débloque, est liée à un cri. Mais qu'est-ce qu'il crie exactement ? Non, ça suffit, bande de chacals. Je m'appelle Anne. Pendant qu'on en est au personnage, sachez que le nombre de personnages peut être un indicateur assez bon du succès des films. Par exemple, Aladdin, tout le monde aime ce dessin animé. Eh bien 4 personnages, Aladdin, Jasmine, Genie et Jafar. Par contre, Tron 2 l'héritage, un seul personnage, Korra qui n'est même pas le personnage principal. C'est peut-être parce que le film était pourri et s'est fait défoncer par le public. Peut-être. Et pour conclure le sujet, je vous présente ceux qui sont sans doute les chouchous, les indestructibles. Bob alias Monsieur Indestructible, Hélène Elastigirl, Violette, Flèche, Jack, Frozone et Syndrome. 7 personnages. C'est sans doute lié au fait que les 2 films sont des perles qui ont fait un carton. Des perles en carton ? C'est profond ce que tu dis, man. Allez, changeons de sujet. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, alors parlons des graphismes. Ils ne sont pas moches, clairement au-dessus de la moyenne des jeux mobiles par leurs détails et le fait qu'ils sont des modélisations 3D qui sont reconnaissables et convaincantes sous toutes leurs coutures. Mais là on tique. Encore une fois, les têtes de Mickey partout ne nous laissent pas oublier que c'est Disney derrière. Et là, on soulève un sourcil. Pourquoi c'est pas mieux ? On voit la qualité de leur production en modélisation. Pourquoi il n'y a pas un peu plus de détails ? Pourquoi tout a l'air si lisse comme du papier ? Si l'on compare aux autres jeux du genre déjà cités, les graphismes peuvent être poussés bien plus loin. Summoner's War est 20 fois plus détaillé, les peaux de Red Shadow Legends sont plus réalistes, presque palpables. Et puis, les détails d'animation d'Onmyoji font rêver, alors que le « Je sais pas ce que je fous là » d'Yzma, berf. Toutefois, il y a une chose que je ne puis pas reprocher, c'est les animations de début de combat. Le vol de cartes magiques à travers les décors acceptables en passant, avant d'atterrir et de faire apparaître les personnages, ça, c'est du bon. On passe par la musique ? Allez, vous savez que je ne joue que rarement avec la musique, mais pour vous, la grande entreprise Immortal Corporation va faire un effort. Allez. Eh bien, c'est bien. Ce sont des thèmes originaux, du moins je les avais entendus nulle part ailleurs, plutôt convaincants, en particulier celui en ce moment, qui est la musique de l'écran principal et des menus. Les bruitages sont gentils, compréhensibles sans être agressifs. Un très bon point là-dessus. Tout ceci nous mène à la petite réflexion dont je vous parlais au tout début. À qui est destiné ce jeu ? Pas des gamins, le public officiel de guillemets. Car ils n'ont pas de portable, ou ne jouent qu'occasionnellement sur la tablette parentale. Et 2, le jeu est vraiment complexe, il y a une plâtrée d'effets de personnages, ce n'est pas destiné à des enfants. Ils peuvent tout à fait comprendre et jouer, mais cela n'a pas été pensé pour eux. Autre élément, les pubs. Car oui, il y a des pubs pour gagner des coffres et autres bonus, mais ça ne surprend personne.
Simplement, les pubs acceptées sont souvent destinées à des adultes. Des festivals de musique, d'autres applications. Le plus beau, c'est quand j'ai enchaîné une pub de voiture et une autre pour Tinder. Ceci me fait dire que le public visé est plutôt les parents, les jeunes parents d'aujourd'hui. Ils ont grandi avec Disney et retrouvent les personnages de leur enfance tout en pouvant se lier aux productions actuelles. Le coup de com' est magistral. De plus, le jeu en lui-même leur correspond. Stratégique, un brin complexe, ce qui intéresse un adulte. Mais pas trop pour ne pas décourager quelqu'un qui a sans doute un travail à côté et une famille à gérer. Ainsi, encore une fois, Disney fait quelque chose présenté pour les enfants, mais qui permet d'avoir les parents dans la poche. Ce qui tombe bien, c'est eux qui ont le porte-monnaie. On a été très sérieux là, on fait une petite blague Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un citron à l'arrêt de bus. Parlons maintenant des sujets qui fâchent, les défauts. Commençons doucement, les améliorations sont déséquilibrées. Améliorer avec des enchantements apporte beaucoup plus de puissance que les deux autres voies d'augmentation. De plus, passer des paliers permet ensuite d'améliorer les compétences même des personnages. C'est craqué, mais pardonnable. Il y a plus grave, il manque des personnages. Étant donné qu'ils peuvent taper dans toutes les licences Disney, pourquoi a-t-on l'impression d'être limité dans nos choix ? Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de variété. Il y a des personnages venant des premiers dessins animés, de séries que tout le monde a oubliées, et c'est tant mieux, et même des personnages de films très récents. On se demande ce qui les empêche de taper dans l'univers Star Wars ou Marvel, même si je peux comprendre qu'ils ne veulent pas prendre dans des licences qu'ils n'ont pas créées eux-mêmes. Par contre, le truc qui m'a choqué et fait réaliser qu'il y avait peu de personnages par licence, c'est qu'on ne peut pas avoir le fantôme noir. C'est un méchant ultra récurrent des BD Mickey, depuis les toutes premières parutions jusqu'à des productions plus récentes. Et il n'est pas convié à la fête. Attention, ça va partir en malédiction comme avec Maléfique, qui est dans le jeu. Et oui, c'est celle du dessin animé, pas la blague du film. Tu n'es pas Maléfique, tu es une nouille avec des cornes. Ajoutons qu'il n'y a pas de dictionnaire des effets, bonus et malus, ce qui fait que si machin m'inflige silence, par exemple, ça nous fait une belle jambe. Ça veut dire quoi, silence ? Il ne peut plus parler du combat ? Juste une petite annexe au menu des personnages, ça ne ferait pas de mal. Enfin, un élément purement de gameplay qu'il va falloir que je vous schématise. Prenons la situation la plus simple, qui est celle des duels contre d'autres joueurs. Vos personnages sont répartis sur plusieurs positions, il y a en tout 10 postes. Ces deux rangées et les points proches les uns des autres sont des éléments à prendre en compte dans vos stratégies. Je ne vais pas tout vous dévoiler, il faut aussi découvrir par soi-même. Reprenons. Vos 5 personnages de base sont posés sur ces 5 emplacements. Et si les sortilèges ou les personnages vous le permettent, vous placez vos invocations supplémentaires sur les points restants pendant le combat. Si là, la chose est lisible, c'est parce qu'on est en vue de dessus. Maintenant, vue de côté. Ajoutons les barres de vie, les effets positifs et négatifs. Parfait. Là, avec seulement 2 invocations supplémentaires, on ne voit plus l'arrière de l'équipe. Imaginez, quand on force un peu, on obtient ça. Et le pire, ce n'est pas tant que l'on ne voit plus son équipe, et donc qu'on ne sait pas qui protéger, non, même pas. C'est quand l'adversaire force aussi, et qu'on ne peut plus sélectionner sa cible. Là, c'est vraiment gênant. Une seule méthode, tirer au bazooka pour tuer tout le monde. Voilà, on y voit plus clair. Sinon, on pourrait penser à une caméra mobile, comme dans ce petit jeu là. Oh Myochi! Mais ne perdons pas espoir, le jeu est assez régulièrement mis à jour pour des événements et de nouveaux personnages. Ces petits points seront peut-être réglés prochainement. Et pour ne pas rester sur une note négative sur ce jeu qui m'a, il faut l'avouer, bien plu, laissez-moi vous présenter mes 3 personnages favoris. Numéro 3, Korra de Tron 2 l'héritage. Le personnage est à l'inverse du film, c'est-à-dire intelligent, équilibré et attachant. Ses compétences sont relativement classiques. Un coup de base, je ne me rappelais pas qu'il y avait des sabres laser dans Tron. Un coup de zone, mais qui frappe des ennemis aléatoirement avec une préférence pour les plus fragiles. Et enfin, un gros coup sur un seul personnage. Rien de révolutionnaire, mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Ses attaques spéciales font vraiment mal. Elle a la possibilité de gagner de l'esquive et d'infliger de l'assommoir. Ce qui en fait un excellent personnage pour entamer le combat et repérer qui est le plus fragile en face. Mais c'est aussi un excellent personnage pour terminer et gagner le combat, car elle restera jusqu'au bout grâce à son passif réeffacé. Quand elle meurt pas.
ou plutôt elle revient sous une forme holographique qui n'a plus que l'attaque de base, mais qui gagne aisément de l'évasion. Elle peut ainsi user un boss récalcitrant à petits coups et survivre une deuxième fois jusqu'à pouvoir invoquer encore et encore le terrible numéro 2, Pandare, tiré de Robin des Bois. Je triche un peu, ce n'est pas un personnage, mais un sortilège, invocable en combat, après un temps ou suffisamment de morts dans l'équipe. Mais sur place, c'est un personnage à part entière. Il a sa barre de vie, d'action, une seule compétence qui est un triple tir d'arbalète, parfaite pour casser un bouclier. De plus, si jamais il tue un ennemi, il a un tour bonus, cycle répétable à l'infini tant qu'il arrive à tuer son adversaire. Pandare, c'est ce vautour qui vient, qui sauve le héros, termine tout le monde et se casse en mode « Ce n'était que mon travail ». Il m'a tiré d'affaire un nombre incroyable de fois, alors pitié Disney, faites un film sur le demi-dieu Pandare. Numéro 1, Démona, de la série d'animation Gargouille. Après toutes les éloges faites sur le tout-puissant Pandare, vous vous étonnez peut-être qu'il y ait quelqu'un devant. Eh bien sachez que si Pandare me tire de la S, ce n'est que quand l'ennemi a réussi à tuer Démona au début du combat. Sinon, c'est bien l'adversaire qui va avoir besoin de Pandare, c'est lui qui a des gros problèmes. Démona a une attaque de base qui est un double tir, donc un brise-bouclier qui fait aussi péter les protections comme évasion. Ensuite, son passif est qu'elle peut aléatoirement utiliser un sort pour lancer 3 projectiles, qui iront sur des ennemis au pif, pour leur faire des dégâts et leur mettre poison pendant 2 tours. Et tout le monde comprend ce qu'un malus nommé poison fait. Ensuite, pour les compétences spéciales, elle a un tir de bazooka qui frappe tout le monde et fait exploser les marqueurs poison pour encore plus de dégâts, on en manquait. Enfin, son autre compétence spéciale est un autre sort qui fait tomber la foudre sur un ennemi et ses alliés proches. La zone de frappe est plus faible que le bazooka, mais les dégâts sont doubles. Voilà! Relativement subtil mais surtout efficace. Démona, je ne te connaissais pas avant, maintenant je ne te lâche plus. Voilà, j'espère que ce pas si petit jeu et cette présentation vous ont plu. Ne perdez jamais votre âme d'enfant, parlez avec amour et sans colère. Les plus importantes leçons sont celles qui éduquent le cœur, et les coccinelles sont des coléoptères. Au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers.